C'est mieux avec celui-là? Ok. Est-ce que vous m'entendez là? Vous m'entendez? Ok, super. Alors, donc bonjour à tous déjà. Maintenant, on va discuter, parler d'éducation et plus spécifiquement de mathématiques. Comment faire réussir nos jeunes en maths et le numérique peut-il être une solution à cet objectif? Je pense que vous connaissez tous, vous avez tous entendu parler du classement PISA. Alors là, je présente le classement PISA en 2003. On voit la France et l'Allemagne. Sur l'axe vertical, on mesure la performance. Donc la France, on voit qu'elle est... ici se trouve la moyenne. Elle est plutôt au-dessus de la moyenne en 2003. L'Allemagne est très proche de la moyenne. Et en bas, sur l'axe horizontal, on mesure l'équité. C'est-à-dire, est-ce que le système éducatif est égalitaire? En fait, on mesure la corrélation entre l'origine sociale des élèves et leur performance. Et on voit que la France est moins égalitaire que la moyenne des pays qui ont participé à cette étude, qui est quasiment la plupart des pays de la planète. 9 ans plus tard, où est-ce qu'on en est? Voilà, en 2012, il y a eu un net recul du niveau en maths de la France. On voit que l'Allemagne, elle, a su tirer des conclusions de ces mauvais résultats de 2003. Et surtout, on a un système éducatif qui est devenu ultra inégalitaire, ce qui est quand même assez inquiétant et qui montre que les objectifs fondamentaux et républicains de l'éducation nationale ne sont pas très bien remplis, c'est-à-dire la réussite pour tous et l'égalité des chances. Alors, ça c'est PISA pour les maths. Pourquoi nous, à Cabrilog, on est inquiets par rapport à une telle situation? Ben, peut-être, en général, on ne le voit pas, mais les mathématiques sont invisibles, mais surtout, elles sont partout. Et elles sont indispensables à la plupart des métiers. À 15 ans, ça c'est autre chose que mesure le programme PISA. À 15 ans, 4 Français sur 5 ne savent pas faire un calcul de proportionnalité, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas appliquer une règle de 3. Or, les règles de 3, c'est très important. Si je suis un maçon, il faut que je calcule la qualité de béton que je dois commander. Un agriculteur va calculer la quantité d'engrais. En général, on constate qu'ils en commandent toujours trop. Donc, il y a énormément de gâchis. Et pour certaines professions, il peut même y avoir des conséquences très dangereuses. On a tous entendu parler d'infirmières qui faisaient des mauvais dosages pour des chimiothérapies d'enfants et qui avaient des conséquences mortelles. Voilà pourquoi les maths sont partout, voilà pourquoi elles sont extrêmement importantes et elles le deviennent de plus en plus dans les métiers qui sont toujours plus numériques. Et d'ailleurs, une autre perspective qui vient du World Economic Forum, il considère que résoudre des problèmes est une des compétences clés requises pour le marché du travail au XXIe siècle. Et on sait que la meilleure école pour apprendre à résoudre des problèmes, c'est apprendre les mathématiques. Alors le numérique, par rapport à un tel enjeu, comment relever l'enjeu du niveau de mathématiques national et surtout réduire les inégalités, le numérique peut-il être une solution? Il est en tout cas une formidable opportunité. On va ici étudier, voir les résultats de 3 études, une dans un grand pays d'Amérique latine, une qui a été faite aux USA et une en Espagne, qui ont mesuré l'impact du numérique sur l'apprentissage des maths. On voit dans le cas du grand pays d'Amérique latine que en fait, les classes qui ont suivi cet enseignement avec un tableau blanc interactif finalement avaient des résultats moins élevés que les élèves qui avaient suivi l'enseignement traditionnel. Aux USA, ils ont utilisé des ressources d'éditeurs assez connus, des exerciceurs. Et la plutôt bonne nouvelle, c'est que le résultat était ni positif ni négatif. Au moins, ils n'ont pas endommagé leurs élèves. Et en Espagne, un résultat assez important, puisque pendant... C'est des études avec des très larges groupes expérimentaux. En Espagne, il s'agissait de 15 000 élèves qui ont été suivis pendant 6 ans. Et on a observé une progression de 25% des classes
qui avaient suivi un enseignement avec des nouvelles technologies, avec des logiciels adaptés en maths, par rapport aux classes témoins qui étaient le reste de la nation, puisqu'en fait on mesurait les résultats aux examens traditionnels de fin d'année. Alors comment expliquer une telle diversité? Le numérique, qui paraît une formidable opportunité, n'est pas forcément une solution. On peut voir qu'il peut même dégrader les performances. En fait, ça tient essentiellement, à notre sens, par rapport au type de ressources. Enfin, ce n'est pas le seul paramètre, mais un paramètre absolument nécessaire, c'est le type de ressources qui sont utilisées. Dans le grand pays d'Amérique latine que je ne vais pas citer, ils avaient utilisé un... En fait, ils ne s'étaient pas trop forcément posé la question des ressources. Et il y avait essentiellement des vidéos qui sont des sortes de démonstrateurs de propriétés mathématiques, de théorèmes à savoir, qui n'impliquent pas vraiment l'élève. Aux États-Unis, ils ont utilisé des exerciceurs qui sont des petits tests pour s'entraîner sur ces vidéos, sur ces démonstrations de théorèmes mathématiques, mais encore une fois, ça ne donne pas vraiment du sens, ça n'aide pas l'élève à mieux comprendre. Et dans le cas de l'Espagne, ils ont utilisé entre autres la solution Cabri, que nous diffusons et développons nous à Cabrilog. Et ce sont des solutions, comme on va le voir, qui impliquent vraiment l'élève dans son processus d'apprentissage. On met l'élève en situation de réflexion et donc on va l'aider pour qu'il puisse explorer les mathématiques de manière beaucoup plus concrète que simplement des discours abstraits ou mécaniques de son professeur. Et d'ailleurs, dans le cas de Cabri, les résultats n'étaient pas une amélioration de 25% comme on a vu sur le slide passé, mais de 30%. Alors, Cabri en action. Pourquoi ça marche si bien? Comme je vais le montrer dans la démo, parce qu'en fait, on met l'élève en situation active, comme on le voit avec ces jeunes Coréens qui utilisent des cahiers conçus avec notre logiciel Cabri. C'était un projet qui a été fait avec Samsung en Corée. D'ailleurs, la Corée qui est très bien placée au classement PISA, comme vous le savez. Ces élèves sont actifs, mais surtout dans une situation de réflexion et ils peuvent travailler à leur rythme. Voyons voir un exemple. Alors j'ai pris un exemple fin du primaire, début du collège, parce que je ne savais pas si vous seriez très bien réveillé ce matin. Le contexte est le suivant. En Atobi, il fait froid, il est dehors, et on va demander à l'élève de lui construire une maison. Pour ça, j'ai des formes géométriques de base que je vais pouvoir manipuler. Alors elles se collent les unes aux autres. Et puis, je vais réaliser un assemblage, peut-être les carrés pour faire les murs. Et cet assemblage, je vais pouvoir le replier. Si, pour le toit, je pourrais utiliser par exemple des triangles, comme ceci, pour avoir un toit qui se referme. Alors on voit vraiment, l'élève est mis dans une situation d'exploration. Il va pouvoir faire des essais. C'est un environnement totalement ouvert par rapport à cet exercice. Donc voilà, bon, moi je connais un petit peu la solution, on va voir si elle est correcte d'ailleurs. Je vais placer Toby, je vais pouvoir refermer mon assemblage, comme ceci. Alors vous voyez, l'élève a la possibilité en fait de tester sa réponse. Et c'est ça qui est très puissant dans notre approche, parce que ce n'est pas le prof qui va lui dire. La rétroaction ne vient pas du prof. Ta réponse est fausse ou non. Il va vraiment voir, lui, il voit les conséquences de sa réponse. Et dans mon cas, on voit qu'en fait, la réponse n'est pas tout à fait correcte. Ah si, très bien. Fabuleux. Moi, je voulais trouver une mauvaise réponse où on voit bien que les faces ne se collent pas les unes aux autres. Et donc, j'aurais eu la possibilité de me corriger, ce qui est en fait beaucoup plus intéressant que si c'était mon prof qui m'avait dit c'est pas correct et puis je me débrouille, je ne sais pas pourquoi. Là, si c'est pas correct, j'ai la possibilité de me corriger. Bon, c'est une très bonne chose que je l'ai fait correctement du premier coup, parce que ça va me permettre de gagner du temps pour les autres présentations. Et voilà, vous pouvez dire bonjour à Toby comme ceci. Très bien. Ça, c'est un exemple de ressources Cabri. Il y en a beaucoup d'autres. On a des milliers et des milliers de ressources qui sont disponibles à travers le monde, soit que nous avons développées nous, ou soit qui sont développées par nos utilisateurs.
Et en fait, toutes ces ressources, elles sont propulsées par ce que nous, on considère, et ce que beaucoup de nos utilisateurs considèrent, le plus puissant moteur de mathématiques interactives du marché. Les mathématiques interactives sont nées à Grenoble dans les années 80, et Cabri, en fait, est la suite du premier logiciel de géométrie dynamique, et donc le fruit de plus de 25 ans de recherche et développement en ingénierie didactique. Un retour d'expérience en Suisse, dans le canton du Tessin. Aujourd'hui, ils utilisent cette solution. Ce sont des professeurs qui sont venus nous voir au primaire et qui ont adapté notre outil auteur pour créer leur propre cahier de maths interactive qui couvre tout le programme scolaire du Tessin. Vous savez qu'en Suisse, chacun suit un peu son propre programme. C'est une fédération. Et au bout de 5 ans, ils ont voulu mesurer, les autorités ont voulu mesurer l'impact de l'investissement. Et en fait, les résultats sont très très bons puisque plus de 90% des enseignants considèrent que les cahiers proposés par ces enseignants améliorent la compréhension grâce à la manipulation. On voit que l'élève est actif parce que les cahiers font réfléchir l'élève sur son erreur. Bon, là, on ne l'avait pas bien vu, mais si j'avais fait un mauvais assemblage sur la niche de Toby, j'aurais pu voir où est-ce que ça collait pas bien et corriger, avoir une réflexion sur mon erreur. Et surtout, un peu moins de 90% de ces mêmes enseignants considèrent que ces cahiers favorisent l'autonomie des élèves. Le plus important pour moi se situe ici dans le témoignage d'une professeure qui disait qu'elle avait des élèves totalement hermétiques aux maths, à la discipline, et qui se retrouvent enfin débloqués. Et sur les cahiers Cabri, ce sont même ces élèves qui vont montrer à leurs camarades comment résoudre les tâches mathématiques qu'on leur donne. Et ça, c'est très très important, parce que souvent le numérique peut être catalyseur, en fait, renforcer les inégalités. Et là, on voit que le numérique va permettre d'aller rechercher les élèves en décrochage, les élèves en situation de handicap. C'est vraiment un nivellement par le haut, général. Même si les élèves brillants, bien sûr, sont encore plus brillants qu'avant grâce à ce type de technologie. Il n'y a pas qu'en Suisse qu'on a des utilisateurs enthousiastes. Voilà, et pour conclure, Cabrilog, un acteur global du numérique éducatif. Nos solutions sont distribuées dans une 50aine de pays. Elles ont été déployées par plus de 20 ministères de l'éducation au Maroc, aux USA, au Mexique, en Suisse. Aujourd'hui, on vient de diffuser des apps pour le ministère chilien qui va équiper toutes les écoles du primaire au Chili. Ces résultats, en fait, sont le résultat de plus de 25 ans d'innovation en ingénierie didactique reconnue mondialement. D'ailleurs, on a Colette Laborde ici qui pourra aussi, juste après la présentation, répondre à des questions. Et c'est une technologie qui, depuis 1992, est embarquée dans les calculatrices scientifiques de Texas Instruments et adoptée par les éditeurs, les plus grands éditeurs scolaires, tels que McGraw-Hill, Pearson ou Belin en France et Vannin en Belgique, pour rester plus proche de nous.